a-t-il de commun entre l'interdiction de la distribution de bouteilles en plastique lors d'événements, la fabrication de sacs en plastique, l'expédition de journaux sans emballage, l'interdiction de coller des étiquettes sur des fruits et légumes ou même la lutte contre le gaspillage alimentaire? Réponse, c'est la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage, justement pour une économie circulaire qui date d'il y a 2 ans déjà. Elle avait été votée en février 2020. Et l'économie circulaire est justement au cœur de cette nouvelle édition du Club Trajectoire Durable, organisé par le Journal de l'Automobile et Mobiliance. Et nous verrons donc que cette loi impulse également une nouvelle gouvernance de la filière de recyclage dans le secteur automobile, avec la réforme de la responsabilité élargie du producteur, mais également des mesures en faveur de la réparation et du réemploi. Au-delà de ce cadre réglementaire, l'évolution du parc automobile, que ce soit dans la progression de son électrification ou de certains matériaux dans le véhicule, nécessite le développement de nouvelles solutions, à l'image par exemple du recyclage des batteries. Pour évoquer cette montée en puissance dans le secteur automobile, sont à mes côtés aujourd'hui Bénédicte Barbry, présidente de la commission développement durable et responsable de Mobiliance, François-Michel Lambert, président de l'Institut national de l'économie circulaire et ex-député depuis quelques jours seulement, mais par volonté, je tiens à le préciser. Julien Dubois, qui est président de France Autoriman, mais également Patrick Poincelet, qui est président des recycleurs de VHU chez Mobiliance, et Jean-Denis Kurt, responsable du pôle économie circulaire de Renault. François-Michel Lambert, j'avais une première question pour vous. Vous étiez justement député à ce moment-là de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des discussions de cette loi. Quels étaient les objectifs et quel regard portez-vous justement sur la mise en place de la loi et les décrets qui sont en cours de publication? Et on attend toujours, bien évidemment, celui concernant l'automobile. Merci pour l'invitation. Alors, très rapidement, d'abord rappeler que l'économie circulaire a émergé dans la loi Transition énergétique pour une croissance verte qui a posé des fondements et une vision. Et ensuite, dans ce gouvernement, celui de 2017-2022, ils ont abordé l'économie circulaire de façon plus opérationnelle et je dirais, c'est une étape. Cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est une étape qui s'attaque aux déchets du quotidien et qui apporte des réponses. Certaines peuvent être critiquées, certaines dynamiques auraient pu être plus importantes, certes, mais c'était une étape importante de mise en opérationnalité de la pensée économie circulaire qui, elle, est dans la loi depuis 2015. Moi, je pense que, puisqu'on est dans un nouveau cycle parlementaire avec un nouveau gouvernement, il est absolument nécessaire de revenir aujourd'hui sur une loi que je dirais ressources. On a mis la définition en 2015, on a lancé le côté opérationnel pour la collecte des déchets et la valorisation de ces déchets, mais les crises consécutives qui ont été celles de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont montré que nous sommes dans un monde où aujourd'hui l'accès à la ressource devient crucial. Et donc il nous faut une loi qui pense ressources et qui absorbera toutes ces avancées, qui réajustera comme on réajuste à chaque fois. Mais voilà pour faire un résumé rapide de cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc pas assez de ressources, on ne parle pas assez de ressources dans cette loi en tout cas, et un peu trop de déchets en fait. Je serais... Peut-être on pourrait le dire comme ça. Je préfère dire que c'est une étape dans une dynamique. Donc pourquoi on n'a pas suffisamment parlé de ressources à l'époque? Toujours facile, une fois qu'on a vécu la crise de la pandémie Covid-19 et la crise dans laquelle nous sommes de la guerre en Ukraine, de se dire nous aurions dû être plus exigeants au niveau ressources. Moi, c'est ce que je portais. Peut-être que je n'ai pas à l'époque pu obtenir l'écoute de mes collègues. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une étape et que de cette étape, ça veut donc dire qu'il faut préparer la suivante et qu'il faut maintenant être dans une loi ressources. C'est plutôt comme ça que je le vois et je suis extrêmement confiant parce que de ce que l'on entend dans les milieux politiques et même au-delà, dans les milieux économiques, nous avons besoin de cette loi qui recentre une économie sur les ressources. Et je me permets de faire une petite publicité pour l'Institut national de l'économie circulaire. Nous avons d'ailleurs publié il y a déjà 1 an un livre qui s'appelle « Pivoter vers l'industrie circulaire » qui va être repris aux éditions Duno parce qu'il est extrêmement attendu et il avait d'ailleurs été préfacé par 2 ministres à l'époque.
Alors Bénédicte Barruy, on va parler un petit peu plus spécifiquement de l'automobile. La philosophie du pollueur-payeur, elle est déjà existante en fait dans le secteur de l'automobile et dans la filière, puisque l'automobile est déjà une filière REP. Je rappelle que c'est responsabilité élargie du producteur depuis 2006. Alors quels sont les changements qui vont être induits et qui vont être opérés justement avec cette nouvelle loi dans l'automobile? Alors la principale évolution que je vois, c'est précisément qu'on est en train de passer d'une logique... on va dire le mot, plutôt punitive, pollueur-payeur. On est dans une approche punitive, on fait payer les pollueurs, à une approche qui est beaucoup plus contributive. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour tous les acteurs économiques que nous représentons, c'est qu'il y a vraiment une opportunité et une logique à créer de la valeur économique dans le sens de cette économie circulaire. Dans l'économie circulaire, il y a circulaire et il y a économie. Donc c'est ça qui est intéressant. Et s'agissant de la filière économique et de la filière économique automobile, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la filière a été pionnière en matière d'économie circulaire. Je pense que ça fait des années qu'il s'agisse des producteurs, et on va en parler, il y a une approche de plus en plus vertueuse à la production. Si on pense à la fin de vie de tous les produits issus de la filière, là aussi, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'on a la chance d'avoir des métiers de recyclage, qu'il s'agisse des véhicules, mais aussi des pneumatiques, des batteries, des huiles, etc. Donc, indépendamment des réglementations, il y a déjà des acteurs économiques qui se positionnent là-dessus. Et puis, il ne faut pas l'oublier, l'économie circulaire, c'est la production, c'est la fin de vie, mais c'est aussi l'usage. Et s'agissant de l'usage, les métiers de la filière automobile sont au cœur de leur ADN. Si on pense à tout ce qui est réparation, entretien, aujourd'hui on va parler régénération, upcycling, on va parler économie de la fonctionnalité avec la location, etc. Eh bien en fait, sur les 500 000 emplois de la filière des services à l'automobile, il y a une grande partie de ces métiers qui sont déjà sur ces sujets-là. On va continuer effectivement, et c'est la suite de notre débat. Je voudrais juste qu'on revienne quelques instants sur tout ce qui concerne les véhicules hors d'usage, cher Patrick. En fait, la filière est déjà bien organisée, la filière des VHU, donc véhicules hors d'usage, est déjà bien organisée. Mais justement, cette loi veut modifier la gouvernance, ou en tout cas l'organisation de cette filière. J'aimerais bien que vous nous présentiez justement les modifications qui vont être induites par cette loi AGEC. Voilà, donc effectivement, pour la profession, ça va être quand même un grand changement, surtout un grand virage, parce que, et on a aussi une incompréhension. Je dirais qu'au début de la sortie de cette loi, on n'a pas vraiment compris pourquoi du jour A, jour B, on se retrouvait intégré dans ce texte, puisque la profession, je le rappelle, a obtenu et obtient les objectifs de la directive européenne, c'est-à-dire 85% et 95% de recyclage. Et je rappelle de ce fait que l'automobile est un des produits de consommation les plus recyclés, 95% de sa masse. Donc, les objectifs étaient obtenus. Nous prenons aussi, et ça c'est important aussi de le préciser, que nous assumons la profession assume 88% du coût du recyclage d'un véhicule en fin de vie, les producteurs ne payant que 12%, qui concerne uniquement la collecte et le traitement des pneus, mais tout le reste a été pris en charge par la profession. Donc, cette profession fonctionnait depuis 2006, puisque vous l'avez dit, je rappelle que l'obligation, on est sous une filière REP depuis 2006, nous sommes sous agrément depuis 2006, et la profession fonctionnait. Donc, elle n'a pas... Jour A, jour B, on lui dit « Ah ben c'est ça y est, changement de fonctionnement, maintenant vous allez passer sous la loi AGEC, dans le cadre de la loi AGEC, mais la grande surprise, c'est que dans cette loi AGEC qui consiste au traitement de 22 produits, dans le cadre de 2 produits, la filière D3E, donc la filière concernant les électroménagers, et la filière VHU, les acteurs du recyclage auront l'obligation réglementaire d'avoir contractualisé avec les producteurs, donc avec un éco-organisme ou un système individuel, puisque on en parlera tout à l'heure, mais il y a 2 systèmes potentiels possibles pour les producteurs, soit un système individuel, soit un éco-organisme. Et là, on va obliger la profession à contractualiser avec les producteurs. Alors là, grand changement pour nous. Je rappelle que nous étions une profession complètement indépendante. Nous avions notre système économique, nous avions cette liberté
d'actions. On travaillait avec les centres de production que l'on voulait, les fournisseurs de matières premières, alors que là, nous allons avoir l'obligation de contractualiser. Donc, d'où notre inquiétude, puisque la loi a bien précisé qu'à partir du 1er janvier 2024, si un centre agréé VHU n'a pas contractualisé avec un éco-organisme ou un système individuel, il n'aura plus le droit d'exploiter. Donc vous imaginez pour la profession ce cataclysme, parce que on passait d'hommes libres à des hommes esclaves pour nous. Je suis très violent dans les mots, mais c'est des mots forts. Mais je le dis toujours, je suis un ancien 68ard. Alors la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inaliénable. Et là, on me dit, il faut que tu contractualises, il faut que ton entreprise contractualise. Et notre grande inquiétude, alors je dis bien notre grande inquiétude aujourd'hui, je vais être un petit peu cru, mais c'est le délit de sale gueule. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des critères techniques qui sont la règle de jeu, mais c'est le bon vouloir d'un producteur de contractualiser ou de ne pas contractualiser. D'où notre inquiétude. On va en parler un petit peu plus longuement. Combien de centres VHU en France agréés ? Alors, il y a 2 typologies de centres agréés VHU. Il y a la totalité des centres agréés VHU, 1650 acteurs centres agréés VHU, 1650. Mais ce qui est important et intéressant, c'est que dans les 1650, seulement 840 produisent de la pièce de la PIEC, donc de la pièce de l'économie circulaire. On va parler un petit peu après de la pièce. On va rester un petit peu sur les centres VHU et sur l'organisation de cette filière, effectivement. On a bien compris que le gouvernement, en tout cas, voulait une seule organisation pour toutes les filières qui étaient engagées dans la loi AGEC, en fait, un même mode opératoire, en tout cas. Et notamment pour les VHU, en fait, une des raisons, c'était de pouvoir mettre la main et de récupérer, entre guillemets, les 500 000 véhicules hors d'usage qui sont abandonnés, en fait, un petit peu partout en France, en réalité, donc en dehors de toute filière légale, donc des centres VHU dont on évoquait l'existence tout à l'heure. Alors, je rappelle juste, en moyenne, en fait, en France, on récupère entre 1,1 et 1,5 million de véhicules, donc qui sont pris en charge par les centres agréés. En 2019, le dernier chiffre, c'était 1,6 million, mais parce qu'effectivement, il y avait des primes à la conversion, effectivement, donc qui sont venus gonfler, j'allais dire, le volume habituel. Est-ce que c'est bien ça, François-Michel Lambert, je me dirige vers vous justement, est-ce que c'est bien cette récupération des 500 000 véhicules abandonnés, en fait, qui est l'objectif du gouvernement à travers cette loi ? À l'époque, la loi AGEC, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une loi de déchets et de parler aux citoyens. C'est également en lui disant, tu croises ici une bouteille en plastique abandonnée, en forêt, tu retrouves des déchets du BTP et tu aperçois dans un champ un véhicule abandonné, on va te régler ce problème. Donc c'était vraiment une loi tournée vers le citoyen en lui disant, on va te régler les déchets visibles du quotidien. On a mis une consigne sur les bouteilles en plastique, notamment, et les canettes aluminium. Vous remarquerez qu'on a des verres d'eau, là. On n'a pas merci. Sur la question de l'abandon des déchets en forêt, l'analyse a démontré que c'était l'ouverture et la gratuité de centres de collecte et la multiplicité de ces centres de collecte qui serait une partie de la réponse. Et donc il y a une REP et puis des éco-organismes qui vont se mettre en œuvre, un système qui n'existait pas, qui va se structurer, qui va sûrement permettre de faire qu'il n'y ait plus de déchets du BTP abandonnés, du bâtiment abandonné en forêt. Pour ce qui est des véhicules, pour y revenir, alors il y a un chiffre qui est lancé, 500 000, mais ces 500 000 qui ne rentrent pas dans une filière de déconstruction. Ça ne veut pas dire qu'il y a 500 000 véhicules abandonnés. Je rappelle que ça ferait 1200, 1300 véhicules abandonnés par jour, et jour calendaire, dimanche compris et jour de Noël compris, quelque part. Je pense qu'on le verrait. Donc il y a une mauvaise analyse du sujet de la part du gouvernement, je le dis très clairement, et la réponse qui a été apportée, je le dis aussi, ne me semble pas être la bonne réponse. Et en 2 mots pour conclure, quand je vois que l'éco-organisme existe depuis plus de 25 ans pour les bouteilles en plastique, qu'il collecte une très grande partie des bouteilles en plastique, mais comme il y a des milliards, il suffit que 1 ou 2% se retrouvent dans la nature pour que ça nous choque, l'État a dit qu'il faut passer à une étape suivante, c'est la consigne. Donc vous aurez 20 centimes sur une bouteille en plastique qui incitera à ce qu'elle revienne. Donc on aurait pu se dire,
Ça existe, ça a été dit tout à l'heure, depuis 2006, une responsabilité élargie du producteur. C'est structuré avec 840 centres qui font de la pièce de réemploi et plus de 1600 qui acceptent des véhicules. Comment on les amène dans ce centre? Est-ce que c'est en créant un éco-organisme dans un système qui fonctionne, ou est-ce que c'est en créant une contrainte économique auprès du détenteur? On peut aussi parler d'autres types de contraintes. Moi, je pense que c'était peut-être aussi par cette voie que nous aurions dû passer. Donc le sujet est sur la table. D'accord, donc on en rediscutera. Alors je suis très contente parce qu'on a justement un représentant d'un producteur, donc pour nous c'est les constructeurs dans notre filière bien évidemment. Jean-Denis Corde, vous êtes responsable du pôle économie circulaire chez Renault. Alors si je résume bien, la loi AGEC demande à ce que, dans une filière, il y ait le choix effectivement, où on crée un éco-organisme qui chapeaute et qui régit un petit peu toute cette économie circulaire et ce qui retombe, ou bien alors des systèmes individuels où les producteurs sont maîtres et responsables justement des véhicules qu'ils récupèrent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la position de Renault? Je ne vous demande pas de parler au nom de tous les constructeurs, bien évidemment, mais je crois savoir qu'effectivement, les constructeurs ne sont pas favorables à la création d'un éco-organisme et préfèrent effectivement un système individualisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et comment vous voyez cette organisation ensuite? Alors, en effet, je vais répondre au nom de Renault, mais en effet, le principe de l'éco-organisme, c'est que des producteurs se réunissent pour créer un organisme tiers à qui elles vont déléguer la collecte, enfin leur responsabilité élargie du producteur, donc la collecte et le recyclage des produits en fin de vie. C'est tout le contraire en fait de l'approche qui a été retenue historiquement par le groupe Renault, qui il y a plus de 10 ans maintenant a fait le choix d'investir, de s'investir et d'investir directement dans l'économie circulaire et en particulier dans la collecte et le recyclage des véhicules hors d'usage à travers Indra, qui est une joint venture avec une co-entreprise avec Suez. Et c'est une stratégie qu'on veut renforcer encore aujourd'hui dans le cadre de notre plan stratégique. Notre président-directeur général, Luca De Meo, a exprimé une grande ambition en matière de développement durable et également une ambition qui se traduit sous les termes « green as a business » pour dire tout ce qu'est l'économie circulaire en particulier et d'autres aspects du développement durable, l'électrification bien sûr, vont devenir vraiment au cœur, faire partie du core business de l'entreprise, du cœur du business de l'entreprise. Voilà. Et l'autre raison, c'est que finalement, dans un éco-organisme, toutes les décisions sont prises collectivement par les producteurs. C'est-à-dire qu'il faut obtenir l'accord de tout le monde. C'est un peu comme en copropriété à l'Assemblée générale. Alors, quiconque a participé à une Assemblée générale de copropriété sait combien il est difficile d'obtenir même des petites décisions. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas particulièrement envie de dépendre de l'accord de nos concurrents, tout simplement, pour pouvoir mettre en œuvre des nouvelles choses en matière de recyclage des véhicules hors d'usage et décider de la façon dont on va les collecter, les recycler, mettre en place du recyclage en boucle fermée pour récupérer les matériaux, pour les réintroduire dans nos véhicules, récupérer les pièces de réemploi, enfin les pièces, on va dire réutilisables justement pour les revendre comme pièces de réemploi, pièces issues de l'économie circulaire dans notre réseau après-vente, etc. Alors, ce qui veut dire quand même que c'est un petit peu compliqué, j'allais dire, pour toute la profession, mais y compris pour l'État également, parce que on va dire qu'il y a une cinquantaine de marques automobiles présentes sur le sol français, on va dire, et donc il y aurait donc 50 systèmes à peu près individuels. Ça va être compliqué quand même. Patrick Poincelet, comment est-ce que vous voyez l'organisation et le travail après des centres VHU? C'est justement le problème, puisque je rappelle qu'un centre agréé VHU, c'est une entreprise qui collecte la totalité des marques, la totalité des modèles sur un territoire donné. On est avant tout implanté sur un territoire. Et chaque producteur n'a pas son précaré avec un territoire Renault, un territoire Peugeot, un territoire Ford et ainsi de suite. Donc, on voit mal, et comme vient de le dire monsieur, chacun va définir ses règles de jeu. Vous imaginez un centre agréé qui devra traiter, qui recollectera, imaginons qu'il est signé avec 10-20 producteurs, et chacun nous dit, moi je veux qu'on traite ma voiture en long, l'autre en large, l'autre en hauteur, l'autre en dessous, l'autre au-dessus. Enfin, je ne vois pas comment en pratique on va pouvoir réaliser ça. Et ensuite,
quel va être le coût de tout ça? Quel va être le bénéfice de ça? Est-ce que ces tensions qu'il y a entre les producteurs, entre eux, et leur absence, d'ailleurs, monsieur vient de le dire, ils n'ont pas envie de travailler ensemble, oui, mais dans la pratique, dans la pratique, comment? Alors, si demain on arrive à avoir, et c'est pour ça qu'on ouvre quand même, on ouvre la discussion quand même entre nous, et aujourd'hui on se rencontre pour essayer d'avancer en disant, ok, on a compris, vous vouliez des systèmes individuels, pourquoi pas? Mais pour nous, l'important, c'est d'essayer de garder, de pouvoir signer avec le maximum, puisque je vous ai dit tout à l'heure en préambule qu'il fallait signer avec chaque producteur, ou un éco-organisme, ou si c'est des systèmes individuels, avec la totalité des systèmes individuels. Et donc, si c'est ça, il va bien falloir qu'on détermine la méthodologie de signature, les conditions de signature et les conditions de travail. Mais pourquoi pas? Mais il faut être voilà. Je dirais qu'on a avancé un petit peu par rapport à... Juste peut-être, bien sûr, pour compléter, alors ce ne sera pas forcément, ce ne sera pas 50 parce que ce n'est pas vraiment, en pratique, ce ne sera pas par marque, ce sera par constructeur qui regroupe un certain nombre de marques. C'est pas évidemment l'avis des pouvoirs publics, je le dis honnêtement. C'est vrai, après, alors, en l'occurrence, en pratique... On verra le décret final. Comme ça. Et également, il est prévu, en principe, qu'il y ait une communication commune de la part des constructeurs, par exemple de la publicité, etc. Et on espère pouvoir arriver à se mettre d'accord sur le fait qu'il y ait une adresse, par exemple un site internet unique, dans lequel, finalement, qui sera connu, sur lequel on va communiquer collectivement pour que les détenteurs de véhicules hors d'usage puissent aller sur une adresse unique et pas... X sites différents pour aller et qui ensuite renverra vers les sites ou les systèmes individuels de chaque constructeur. Alors, ce décret d'application est en cours de discussion. Est-ce que vous avez une idée de sa date de sortie ou est-ce que c'est aujourd'hui complètement l'inconnu compte tenu des élections? J'imagine que ça a retardé un petit peu la machine. Alors, on a forcément des dialogues avec la DGPR, puisque c'est eux qui ont la Direction Générale des Préventions des Risques et du ministère de l'Environnement qui ont la plume. Et on les a régulièrement, cycliquement, on les a en relation, on est en relation avec eux pour voir comment on va évoluer. Alors, on a déjà pas mal évolué, d'où on est parti au départ et aujourd'hui où nous sommes arrivés, on a obtenu certaines garanties pour la profession, entre autres une chose qui est très importante pour nous, c'est l'obligation que pour être agréé, pour être un centre agréé VHU et reconnu en tant que tel, il faudra être producteur de pièces de réemploi. C'est-à-dire que sur les 1600 qui sont présents aujourd'hui, seuls à ce jour, il y en a forcément dans les 800 qui n'en font pas, un certain nombre qui vont se mettre à en produire. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est très intéressant, c'est que l'administration a décrété qu'effectivement pour être un centre agréé VHU, il faut être producteur de pièces de réemploi. Alors après, bien sûr, on va débattre, nous on souhaiterait qu'il y ait un taux minimum imposé, mais il y a déjà au moins le fondement, c'est-à-dire la production de pièces de l'économie circulaire. Alors justement, et tout va dépendre du dénominateur commun. Parce que tout à l'heure, on parlait de véhicules, des 500 000 voitures. Je rappelle quand même que les 840 entreprises agréées aujourd'hui démontrent qu'1 million de voitures. Ça veut dire que sur les 1 700 000 ou 1 800 000 véhicules qui arrivent en fin de vie, entre ceux qui ne font pas de pièces et ceux qui vont dans la filière illégale, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait quasiment doubler la production de pièces de réemploi. C'est le jour où tous ces véhicules rentreront dans la filière. Alors ça, c'est une excellente transition pour la deuxième partie de notre débat. Justement, nous allons parler et nous faire un bilan du poids de la pièce issue de l'économie circulaire. Et justement, j'ai Julien Dubois avec nous. Merci d'être présent. Vous êtes président de France Autoriman. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association et nous dresser un petit peu un bilan de la PIEC en France? Est-ce la France est un bon élève en matière de pièces d'occasion? On peut l'appeler comme ça également. Est-ce qu'on peut faire mieux et comment on peut faire mieux, justement? Alors, c'est plus large que la pièce d'occasion, parce qu'effectivement, on parle de pièces d'occasion et de pièces remanufacturées, on va dire remises à neuf. France Autoriman, c'est l'association des remanufacturiers français de l'automobile et du poids lourd, donc qui sont des industriels, des entreprises de taille significative, qui ont mis en place des process industriels pour remettre à neuf, réparer, remettre en état de fonctionnalité des composants de véhicules. Des pièces, donc des moteurs, des embrayages, des injecteurs, des appareillages électroniques, des pneus, des jantes, j'en passe et des meilleurs.
Parce qu'un véhicule, on parle beaucoup de la fin de vie du véhicule. La réalité, c'est qu'un véhicule, tout au long de sa vie, produit des déchets. C'est l'entretien, la maintenance, que connaissent bien tous les gens qui nous regardent, produit des déchets de pièces. Quand vous changez une pièce, forcément, il y a une pièce qui va se retrouver en tant que déchet. Ces déchets nous intéressent. Je vous le dis à tout le monde. Ce sont des Ces déchets qui nous valent de intéressent, l'or. nous tous, puisque ces déchets deviennent, chez nous, remanufacturiers, des matières premières. Sans ces matières premières, comme n'importe quel industriel, on ne peut pas travailler. Donc voilà ce que représente aujourd'hui le France Auto Riman, qui sont les remanufacturiers industriels. La pièce issue de l'économie circulaire, qui donc regroupe à la fois la pièce d'occasion, produite par les déconstructeurs, qui aujourd'hui produisent de la pièce d'occasion, et par les remanufacturiers qui remettent à neuf, c'est grosso modo 5% du marché français. C'est à peu près la moyenne qu'on retrouve au niveau européen. Ce qui est intéressant de voir quand on sort un petit peu de nos frontières, c'est qu'aux États-Unis, cette pièce issue de l'économie circulaire, elle pèse plus de 15% aujourd'hui. Il y a même en Europe des exceptions, puisque en Suède, si je ne m'abuse, on dépasse allègrement ces 15%, notamment par le truchement des assureurs sur la pièce d'occasion de carrosserie, etc. Tout ça pour dire qu'en France, non, on n'est pas le meilleur élève de l'Europe. L'Europe n'est pas le meilleur élève mondial, et oui, malheureusement. Mais il faut retenir l'esprit des lois successives qui ont été votées, des choses qui viennent. On voit avec la discussion qui vient d'avoir lieu que la mise en place d'une économie circulaire, c'est pas si simple. Il y a des intérêts qui peuvent être divergents entre concurrents, entre partenaires. Donc ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Il y a un maître mot, de mon point de vue, pour que ça fonctionne, c'est un travail, on va dire, en collaboration, davantage qu'un travail donc, de partenariat entre les différents acteurs pour que ça puisse se passer. Et je parlais de la Suède, c'est un très bon exemple d'une très forte interpénétration des acteurs entre eux, je parle des assureurs, des centres de déconstruction, des constructeurs, pour mettre en place des systèmes incitatifs à la pièce issue de l'économie circulaire. Dois-je rappeler que la pièce issue de l'économie circulaire, c'est de l'ordre de 80% de matière utilisée en moins, et c'est de l'ordre de 80% d'énergie utilisée en moins. C'est même mieux que ça pour la pièce d'occasion en tant que telle, qui est réutilisée. Et on en revient justement à votre demande et votre première intervention, justement, et cette fois utilisée en tant que ressource. Alors on voit bien, la tension sur les approvisionnements est de plus en plus forte actuellement. La guerre en Ukraine est venue exacerber déjà cette problématique. Comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, obliger ou favoriser ou obliger justement l'utilisation de ces pièces issues de l'économie circulaire en tant que ressources et non plus traités comme des déchets, en fait. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut-être il faut effectivement passer par une loi, par une obligation un peu plus forte. Qu'est-ce que vous proposez et par quoi vous militez, en fait ? Merci. Alors d'abord, rappeler que dans la loi de 2015, j'avais porté l'amendement qui a été mis en œuvre au 1er janvier 2017, qui oblige tout réparateur automobile à proposer 2 devis, un de pièces de réemploi et un de pièces neuves. Ça ne marche pas très, très bien. C'est pas à la hauteur. Alors, faisons un parallèle avec les médicaments génériques. Nous les avons connus lorsqu'ils sont arrivés. Ils étaient disponibles, mais personne n'en prenait. Le prescripteur, le médecin, ne vous mettez pas le médicament générique. Le patient, moi, je disais non, moi je préfère le médicament à marque. Pour me soigner, prenons le mieux. Et le pharmacien, lui, donnait ce qui était sur l'ordonnance et ce que le patient lui demander. Et donc, il y a eu des changements voulus par le politique. Ces changements ont été notamment favoriser économiquement le médicament générique. Ça a été mettre la pression, voire des sanctions sur le prescripteur, le médecin, si il n'avait pas un taux suffisamment élevé de prescription de médicaments génériques. C'est inciter le pharmacien, l'intéressé, lorsque le patient arrive, à faire que ce soit un médicament générique qui soit proposé en lieu et place. Avec des résultats extrêmement probants aujourd'hui, on a un taux élevé de médicaments génériques. Donc ça, c'est le premier point. Si on veut mettre en application mon amendement de 2015 qui est en œuvre depuis 2017, il va falloir que les pouvoirs publics poussent avec les outils dont je viens de parler, la pression, l'incitation et la sensibilisation. Pour ce qui est de façon plus générique, la question des ressources et de l'économie circulaire, ben là, c'est changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on doit trouver les moyens, et c'est pour ça que je dis que l'étape suivante, c'est une nouvelle loi ressources qui doit advenir et qui fait en sorte que le système, que ce soit la fiscalité qui soit plus favorable à la pièce de réemploi ou remanufacturée, ou qui alourdissent la pièce neuve, que ce soit la réglementation
qui, par exemple, exigent des niveaux d'utilisation, des niveaux de mise en œuvre, que ce soit les incitations, les fléchages économiques, les labels, etc. Et que ce soit aussi les changements de comportement, c'est-à-dire les professionnels qui, finalement, n'ont plus peur de se saisir d'une pièce de réemploi ou remanufacturée garantie par celui qui l'a fournie, que ce soit les utilisateurs qui comprennent leur intérêt à ça. Et donc, on voit bien qu'il nous faut une autre fiscalité, qu'il nous faut des réglementations adaptées, qu'il nous faut se poser des questions sur les moyens économiques mobilisés, qu'il nous faut des campagnes de communication et des campagnes de formation adaptées pour que demain, et ça c'est mon rêve, je l'avais exprimé déjà il y a presque 10 ans, c'est que les futures voitures neuves qui sortent de chez Renault, bien, il y ait des pièces de réemploi remanufacturées dessus. Et j'avais même exprimé avec une fiscalité adaptée. Vous allez au restaurant, vous prenez un plat avec une boisson alcoolisée, vous n'avez 2 TVA. Eh bien, demain, il peut y avoir des voitures, la même Twingo, je vais prendre une marque de chez vous, 100% pièces neuves, 100% de TVA plein pot. Et une Twingo avec 20% de pièces de réemploi remanufacturées, eh bien 80% du prix de la Twingo subira la TVA plein pot, 20% aura une TVA à 5,5 par exemple, et le client qui rentre, ben non, moi je veux que du neuf. Bon, ben tu paieras 100% de TVA à 20%. Ou se dit effectivement, j'ai confiance en Renault, j'ai confiance en ses fournisseurs, je gagne 500 €, 1 000 €, je sais combien ça peut faire de différence, et je pars avec la voiture qui comporte des pièces de réemploi. Vous voyez que c'est un changement de paradigme. Et à ce moment-là, les producteurs de ces pièces, que ce soit des centres de VHU ou que ce soit ceux qui les remanufacturent, eh ben, ils vont être débordés de demandes, mais débordés. Et le système fera que ces fameux 500 000 voitures, eh bien, le système économique, il ira les chercher. Aujourd'hui, dans d'autres domaines, les tensions qu'on a sur le papier, sur le plastique, j'en finirai là, font que ceux qui ont besoin de ce papier et ce plastique, ils vont le chercher. Ils vont presque dans votre poubelle le chercher parce que ces matières premières viennent en tension. Mais c'est ce qui se passera demain. Et moi, j'étais plutôt favorable à cette vision ressources qu'à une vision déchets. Je suis obligée de vous faire réagir, hein, vous imaginez bien. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors justement, Renault, vous êtes l'un des constructeurs pionniers en matière de stratégie, j'allais dire, de pièces issues de l'économie circulaire. Vous avez, votre patron, Luca De Meo, a créé la Refactory à Flins. On va en parler de sa stratégie, mais est-ce que du coup, pour répondre à François-Michel Lambert, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui, ce double système avec, pourquoi pas une TVA? Est-ce que c'est irréalisable concrètement sur le terrain ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire réfléchir? Alors d'abord de favoriser effectivement tout ce qui est issu de l'économie circulaire d'un point de vue fiscal, etc., ou par des outils économiques, effectivement, ce serait souhaitable pour pouvoir valoriser, enfin mettre en avant ou privilégier ce qui est le plus vertueux. J'en profite pour rappeler que, en ce qui concerne la pièce de réemploi, en effet, Renault a été pionnier puisque dès 2012, on a mis en place dans notre réseau après-vente une offre de pièces de réemploi. Donc effectivement, 5 ans avant la loi, l'amendement porté par M. Lambert, qui l'a rendu obligatoire en 2017. On peut encore, bien sûr, progresser, tout à fait. On a un rôle à jouer pour faciliter les choses, pour les vendeurs, les inciter. Les assureurs aussi, je ne sais pas si vous les avez cités, mais les assureurs ont un rôle à jouer aussi d'incitation, puisque c'est la pièce de réemploi, c'est pour réparer les véhicules accidentés. Maintenant, pour la voiture neuve, effectivement, il faudrait changer quand même quelques réglementations, déjà pour que ce soit possible. Parce qu'en fait, la définition d'un produit neuf, c'est entièrement neuf en principe. Donc il y aurait des choses à changer. Bon, fiscalement, effectivement, il y aurait peut-être des choses intéressantes à faire. Par contre, la difficulté sur la pièce de réemploi, sur le véhicule neuf, c'est qu'en fait, la pièce de réemploi, en règle générale, donc elle provient d'un véhicule hors d'usage, qui, elle peut venir d'un véhicule accidenté, relativement récent. Mais je veux dire, les volumes, le gros des volumes, normalement, ça va plutôt être des véhicules qui vont avoir 10 ans et plus, quoi, entre guillemets. Il y a également les composants mécaniques. Ah oui, les composants mécaniques. Oui, voilà, alors tout à fait. Voilà. Alors, j'allais dire que ça dépend des composants, en fait. Les pièces de carrosserie, généralement, au moment où ces pièces sont disponibles en réemploi de façon abondante, on a arrêté de produire la voiture. En revanche, c'est vrai que pour des moteurs, même si on change les générations, il peut y avoir des périodes où éventuellement
on a une offre de produits remanufacturés et en même temps, on a encore le moteur neuf qui est, enfin, ou du moins les moteurs qui sont installés sur les véhicules neufs. Donc, ça pourrait éventuellement s'envisager moyennant des aménagements que vous évoquiez. Et puis, ça pourrait s'envisager sur des pièces beaucoup plus standards comme les pneus, par exemple. Mettre des pneus rachapés sur les voitures. Et là, pour le coup, alors c'est clair que, je ne suis même pas certain que ce soit possible, en fait, aujourd'hui, sur un véhicule neuf. Ça nécessite que le cadre politique, le cadre dans lequel vous évoluez, que le politique décide de le changer. Ah, évidemment, la concertation est absolument indispensable avec tous les partenaires. Ce n'est pas moi tout seul dans mon bureau qui vais savoir comment mettre en place les choses. Mais comment vous estimez une nouvelle fiscalité, des réglementations adaptées, peut-être aussi, et là je me retourne vers vous, aussi un changement dans la conception d'un véhicule pour qu'on puisse reprendre des pièces de la série qui finit. La Twingo, je ne sais plus à quel numéro vous êtes, mais la suivante... la compatibilité d'une génération à l'autre, voilà. Même une certaine standardisation. Une reprise de pièces, peut-être la carrosserie faisant partie du design, c'est plus difficile, mais sur d'autres pièces, qu'il y a une exigence que 20% de la nouvelle Clio emprunte à l'ancienne. Il faut savoir qu'effectivement, ça a été envisagé par le groupe VAG. Ça a été un débat. J'ai travaillé avec eux pendant une période. Chez VAG, donc le groupe Volkswagen. Alors, je ne sais pas sur quelle marque il a mis. Il s'était posé la question en Allemagne effectivement, de reconstruire des véhicules neufs en partant de pièces issues de l'économie circulaire. Ça a été déjà étudié en Allemagne. Vous voyez, c'est pas utopique comme approche, puisque ça a déjà été pensé aussi dans d'autres. C'est vrai que le sujet de l'éco-conception est transversal à toutes les industries. Et moi, je suis conscient que c'est un changement de paradigme parfois total pour certains industriels. Et c'est clairement quelque chose qui est intégré pour la conception des véhicules. Je veux dire, pour aller encore plus dans le détail, dans la conception des composants eux-mêmes. On est, nous, remanufacturiers, confrontés en permanence à des produits, à des composants qui ne sont pas réparables. Oui. Parfois pour des raisons techniques. Oui, vous aussi. Parfois pour des raisons techniques. Vous êtes remanufacturier d'ailleurs. Nous, d'organes mécaniques qu'on achète. Voilà, absolument. Et certains de nos fournisseurs qui ont pour politique de verrouiller pour pas qu'on puisse nous-mêmes... de verrouiller, vous avez dit le mot. C'est-à-dire que c'est parfois des raisons techniques qui peuvent s'entendre. Parfois, et malheureusement un peu souvent, pour des questions de contrôle d'un marché. Et ça, je crois que le cadre légal, ou en tout cas l'esprit des réglementations qui sont prises tant au niveau européen qu'au niveau français, va pousser, je l'espère en tout cas, les industriels à plus d'éco-conception. Alors, on reviendra après sur la refactory notamment, mais on voit bien que dans cette question, il y a une problématique de marge en fait de la pièce d'occasion. On voit bien que c'est la rentabilité aussi qui est sous-jacente à toutes ces discussions en fait. Et aujourd'hui, un professionnel qui a une marge peut-être plus importante avec de la pièce neuve sera moins enclin à utiliser de la pièce d'occasion. Est-ce que du coup cette logique-là va totalement à l'encontre d'une volonté environnementale, d'une vraie logique de ressources en fait, puisqu'on oppose l'économie à l'écologie. Patrick Poincelet, est-ce que c'est pas cette problématique qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la pièce d'occasion ou la pièce remanufacturée n'est pas suffisamment utilisée? Je pense que c'est un problème de culture aussi. C'est un problème de culture, parce qu'on le voit bien, vous savez que dans la maintenance automobile, il y a deux maintenances. Il y a la réparation collision et la réparation maintenance. Et on voit qu'il y a un marché par le fait même que les grands donneurs d'ordre que sont les assureurs, le books que mettent les assureurs à l'usage de la pièce pour diminuer le coût moyen de la réparation, eh bien on a vu les pièces de carrosserie progresser en volumétrie et en chiffres même, alors que les pièces de mécanique, où le donneur d'ordre est le consommateur, sur lesquels il n'y a pas une information extrêmement précise, que si demain matin, et je vais pas être, on va pas le dire, mais si la DGCCRF, la direction de la concurrence et répression des fraudes, allait contrôler tous les garages qui n'ont pas mis la fiche obligatoire imposée, il ferait vraiment un carnet plein d'amendes. Donc c'est bien. Non mais on est conscient, on en est à ce niveau-là quand même. Donc, et on sent bien que aujourd'hui, le texte qui a été mis en place en 2017 a ouvert la porte. C'est-à-dire qu'un réparateur qui veut s'affranchir de ce texte,
il a toujours la bonne excuse, puisqu'il faut la disponibilité, s'il faut qu'il soit convaincu que ça ne touchera pas ni à l'environnement, ni à la qualité, ni ceci. Il a toujours le moyen de trouver une solution pour s'extraire de cette et vendre de la obligation. pièce neuve. Alors que, et on le voit dans la carrosserie, dans la réparation collision, c'est le donneur d'ordre qui impose un taux, qui pousse les réparateurs à le faire. Et les réparateurs, une fois qu'ils l'ont utilisé, on va plus débattre des problèmes de capacité de fournir que même de marge. Parce que la marge, quand on parle, peut-être en pourcentage, c'est peut-être pas en euros, il faut regarder la marge en euros. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de réparateurs, quand ils utilisent de la pièce de réemploi ou de la pièce remanufacturée, eh bien, ils s'aperçoivent qu'en termes en euros, leur marge est conservée et qu'ils peuvent tout à fait l'exploiter. Voilà, il faut avancer, il faut que le consommateur lui-même pousse. Mais c'est possible, hein, et donc il faut qu'effectivement, on a aussi un rôle à jouer. Enfin, que ça se passe, on va dire, entre le réparateur, le constructeur, enfin le producteur et le centre VHU. Il faut arriver à faire une répartition des marges, une définition des tarifs qui va faire que le vendeur de pièces pour la réparation va y trouver son compte et ne va pas être incité à privilégier la pièce neuve. Il faut quand même aussi regarder la réalité. C'est-à-dire quand une pièce remanufacturée, en règle générale, c'est 50% du prix d'une pièce neuve. C'est compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat de mathématiques. C'est compliqué de tirer pour le garagiste, pour le réparateur, la même marge en euros sur une pièce à 50 que sur une pièce à 100. Donc à un moment, il faut aussi, bien sûr, trouver les équilibres pour que toute la filière, la pièce de réemploi... Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, d'un point de vue de marge unitaire, le réparateur est malheureusement trop souvent pas incité à pousser cette pièce. Il y a un acteur qu'on oublie dans cette discussion, c'est l'automobiliste. Celui qui, je parle plutôt de la mécanique, effectivement, hors assureur. L'assureur, lui, il a compris, il a poussé à fond, il a sorti la grosse cavalerie. L'automobiliste, malheureusement, n'est pas toujours informé, n'est pas toujours au courant de l'existence d'alternatives, malgré la loi que vous avez portée, l'amendement que vous avez porté. Et donc ça, c'est aussi une pédagogie à faire auprès du grand public, bien sûr auprès des réparateurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Au-delà même de l'impact environnemental, n'oublions pas qu'à un moment, si l'automobiliste a la connaissance et a le niveau de culture, il va plus faire enfumer à chaque occasion et il va aller voir le garagiste d'à côté. Donc il faut à un moment que cette communauté des réparateurs comprenne que c'est aussi un potentiel risque de perte de clients, de ne pas proposer de la pièce issue de l'économie. D'où le parallèle avec les médicaments génériques. On est à 5% de pièces d'occasion ou remanufacturées au global. Il faudrait atteindre quel niveau, à votre avis, en fait, pour que ce soit efficace et qu'on utilise véritablement les anciennes pièces, j'allais dire, comme de véritables ressources? Il faudrait qu'on atteigne quel taux, par exemple? Juste un exemple. Je vois Patrick qui a envie de répondre à la question et je vais le laisser répondre d'ailleurs à la question de ce taux. Juste un éclairage. La loi AGEC, dont on a beaucoup parlé, elle comporte un article, et je vais revenir au sujet, elle comporte un article qui est l'article 60, qui impose à l'acheteur public d'équiper tous ces véhicules avec des pneus rechappés. Vous avez prononcé le pneu rechappé. Je préfère pneu reconditionné ou remanufacturé parce que dès que vous dites rechappé, vous perdez 50% d'attractivité parce que malheureusement, il y a une mauvaise image de ce mot. Bon, c'est quoi un pneu reconditionné? C'est un pneu qui est complètement refabriqué avec des fours, avec de la vulcanisation comme la fabrication d'un pneu neuf. Simplement, on part d'une structure d'un pneu qui a déjà vécu. La loi AGEC impose, et je reviens sur la question du taux, impose pas 10%, 15%, 20% à l'acheteur public de pneus rechappés. Impose 100% de pneus rechappés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et c'est valable depuis 2022, l'acheteur public, les collectivités locales, c'est à peu près 10% du parc circulant je pense, en France, doit prioriser le pneu rechappé systématiquement, y compris pour des véhicules légers. Il n'y a plus qu'un rechappeur manufacturier de pneus en France pour les véhicules légers. Il s'appelle Blackstar, pour ne pas le citer. Il est membre de France Autoriman, vous l'imaginez. Et cette disposition de loi a généré une décision forte d'investissement de cette entreprise et d'un partenaire financier qui est Mobivia, qui l'accompagne dans cette thématique. Et ils ouvrent un site industriel ces jours-ci, à Béthune, qui est un nouveau site de rechappage de pneus en France, évidemment beaucoup plus gros que le site historique de la société. Et pour que l'histoire soit encore plus belle, sachez que cette ouverture va se faire, pourquoi à Béthune? En lieu et place du site de Bridgestone que Bridgestone a fermé. On en a beaucoup entendu parler il y a quelques années avec une casse sociale malheureusement importante à la clé.
Et qui dit réouvrir sur le site, dit récupération d'outillage, récupération bien sûr de ressources humaines expertes dans le pneumatique. Donc c'est en plus une belle histoire sociale, et c'est souvent le cas d'ailleurs du remanufacturing. J'en termine par là, pardon, je suis un peu long, puis vous laissez répondre sur le taux. C'est souvent des belles histoires sociales que le remanufacturing. Car remanufacturer un produit, vous êtes un petit peu obligé de le faire à côté du site où vous récupérez les déchets, où vous revendez le produit. On reviendra sur le rechappage justement des véhicules légers juste après. Voilà, Patrick, justement. justement, c'est toujours intéressant de ce que dit Julien, parce que le problème du réemploi, c'est qu'on est tributaire au départ de ce qui a été construit, produit donc, vendu, utilisé. Et le problème de la pièce de l'économie circulaire, c'est qu'elle a une volumétrie de produits. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, et disons que notre problématique majeure, c'est l'approvisionnement en matières premières. Aujourd'hui, on a de la demande, on a du besoin, on a de la demande et on manque de matières premières. Donc d'où l'intérêt pour nous de récupérer ce million de voitures qui passent en dehors de la filière, parce qu'on a le marché et on n'a pas le produit. Donc on sera toujours limité à ça. Chez Renault, justement, la refactory à Flins a été créée dans cette optique-là, en fait. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement un centre de reconditionnement de véhicules d'occasion, mais il y a également toute l'activité qui était faite auparavant dans l'usine de Choisy-le-Roi, justement sur des pièces remanufacturées. Où vous en êtes aujourd'hui? Quelle part porte cette stratégie dans le business du groupe Renault, en fait? Parce qu'on a bien vu Luca De Meo porter ce sujet dès l'annonce du plan stratégique. Et qu'est-ce que ça va représenter en fait exactement sur le plan financier? Eh bien donc en effet, donc il y a cette refactory, donc c'est à Flins, en région parisienne. C'est l'usine, c'est la reconversion d'une usine qui assemble des véhicules neufs, une usine historique puisque depuis la fermeture de Boulogne-Billancourt, c'est la plus ancienne du groupe, et qui assemble aujourd'hui la Zoé, et qui va arrêter de faire des véhicules neufs. Alors oui, parce qu'on sait que les véhicules électriques, ce sera dans le Nord, France, absolument, avec Electricity à Douai. Ouais. Bref, Douai, Maubeuge. Mais néanmoins, donc, cette usine va être reconvertie en un vaste ensemble, un refactory d'économie circulaire autour de 4 pôles. Un pôle qui s'appelle Rétrofit. Alors le nom est un peu trompeur puisque ça fait penser, ça inclut la notion de rétrofit à proprement parler, qui consiste à convertir un véhicule thermique, par exemple à l'électrique, ou à une motorisation propre en tout cas. Donc c'est un projet qui n'est pas encore opérationnel, mais c'est un projet qui est en cours plutôt autour du véhicule utilitaire. Dans ce pôle rétrofit, en fait, il y a surtout, comme vous l'avez dit, une ligne de reconditionnement de véhicules d'occasion. Et là, c'est une vraie usine, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, on a une capacité de 45 000 véhicules par an. Ça va être porté avec un projet de carrosserie lourde, c'est-à-dire pas seulement les petites... petits bobos. Voilà, mais là, les gros bobos, quoi, en effet. Ça va être porté à d'une capacité de près de 100 000 véhicules d'occasion reconditionnés, réparés par an à horizon 2030. Donc 100 000 par an, c'est comparable à la production d'une usine de véhicules neufs. Donc là, c'est une vraie usine. Juste pour compléter, en fait, ce sont les gros groupes de distribution, donc les concessionnaires qui sont en Île-de-France, qui vous apportent leurs véhicules d'occasion pour les reconditionnements. Et puis toute la filiale de distribution RRG également, qui amène une partie de ces véhicules pour revente après en véhicules d'occasion. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une prestation intégrée de reconditionnement entièrement standardisée avec toute une liste de points de contrôle, un très haut niveau de qualité, extrêmement standardisé. Quand vous voyez les véhicules qui sortent de la ligne, vous avez l'impression que oui, ils sont neufs, quoi. En effet, c'est un service qui est fourni au réseau, en l'occurrence 200-250 km autour de Paris, puisque l'usine est en région parisienne. Donc ça, c'est pour le pôle rétrofit. Il y a également de la maintenance de flotte. Pour des flottes d'autopartage. Nous, on a notre propre filiale qui s'appelle Mobilize, notamment Zity Mobilize. Donc les véhicules de la région parisienne également et environ sont entretenus là-bas. Ensuite, il y a un deuxième pôle
qui est le pôle Réénergie, avec tout ce qui concerne notamment le diagnostic, réparation, seconde vie des batteries de véhicules électriques, et également toute une activité hydrogène autour de IVIA, qui est une autre entreprise qui assemble qui commence à assembler des piles à hydrogène à Flins, qui va produire de l'hydrogène aussi, et on a des véhicules utilitaires Renault qui vont être équipés de ces dispositifs. Il y a le troisième pôle, s'appelle Recycle. En fait, c'est tous les sujets dont on vient de parler, que ce soit le remanufacturing avec notre propre activité qui est en train de déménager de Choisy, également de la région parisienne. La pièce de réemploi, puisqu'il y aura une ligne de déconstruction de véhicules hors d'usage, notamment véhicules électriques et puis véhicules d'essai. Donc, du coup, pour faire de la pièce de réemploi récente ou de la pièce de véhicules électriques en particulier. Le recyclage, pour alimenter nos boucles de recyclage en boucle fermée, pour réintroduire des matériaux recyclés dans les nouveaux véhicules. On le fait déjà, mais on veut évidemment amplifier tout ça. Et finalement, le quatrième pôle s'appelle Restart. Ça inclut un centre d'innovation de l'industrie avec de l'impression 3D, du rétrofit de robots industriels. Alors, c'est carrément les robots de production qui sont reconditionnés à Flins. Un campus, le premier campus de l'économie circulaire de la mobilité. Avec les académies de Versailles, Créteil, des tas d'universités, des entreprises partenaires. Donc c'est en train de se mettre en place cette année. Et finalement, un incubateur Restart d'innovation pour des start-up, mais aussi des projets d'innovation. Alors, vous êtes l'un des rares constructeurs à avoir initié cette stratégie en matière de recyclage et de réutilisation. Économiquement, comment c'est possible en fait? Est-ce que c'est vraiment viable à terme? Ou on a bien compris que Flins, c'était aussi, un reconditionnement, si je peux me permettre, d'une usine, tout simplement. Combien de personnes vous allez employer à Flins, contrairement à aujourd'hui, en fait? Mais on sait bien que de toute façon, l'usine n'était plus viable, en fait, pour l'assemblage de véhicules neufs. Et est-ce que pour un constructeur, construire tout cet écosystème de recyclage, est-ce que c'est économiquement intéressant? Alors sur l'emploi, donc effectivement, ça demande évidemment un énorme effort de reconversion. Donc il y a aussi dans ce pôle campus, il y a aussi un programme qui s'appelle Reno, K-N-O-W, sur la reconversion des personnels de l'entreprise aux nouveaux métiers, donc l'électrique et y compris l'économie circulaire. L'objectif, c'est d'avoir 3000 emplois sur le site à horizon 2030. Donc c'est même un peu plus qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est de préserver et de développer, in fine, l'emploi. Et voilà, c'est bien parti avec toutes les activités, la visibilité qu'on a et qui illustre bien le potentiel de l'économie circulaire, finalement, d'être un vrai gisement d'emploi, de création ou de relais d'emploi. Si on dit qu'il faut faire un peu moins de neuf, un peu plus d'occasion, de réparation, ça fait autant, voire plus d'emplois. Et en termes de chiffres, on a l'objectif de faire plus de 1 milliard d'euros de volume d'affaires autour de Refactory et des activités d'économie circulaire de Renault. Tout ça avec des critères de rentabilité, en l'occurrence à minima ceux du reste de l'entreprise, sachant qu'aujourd'hui, nos activités d'économie circulaire ont même un taux de rentabilité plus élevé que l'activité automobile en moyenne. On va revenir sur le recyclage des batteries qui fait effectivement partie de notre sujet, vu le contexte au Parlement européen il y a quelque temps. Je rebondis juste et je reviens vers vous, Bénédicte Barbry, parce que vous êtes évidemment chez Mobilius, mais vous êtes aussi directrice des affaires publiques du développement de Mobivia, donc qui est la maison mère de Norauto. Norauto que nous venons de citer justement sur le rechapage des véhicules légers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Moi, je pensais que le rechapage des véhicules légers, c'était pas rentable et qu'on n'en faisait que pour le poids lourd. Alors peut-être que vous pouvez nous aiguiller et nous éclairer sur ce sujet-là. Le rechapage des pneumatiques. Oui. Absolument. Oui, en effet, donc Mobivia, avec notamment son enseigne phare Norauto, s'est engagé depuis là aussi très très longtemps sur une démarche intégrée au niveau des filières de recyclage des produits en fin de vie. Donc, chez Norauto, ce sont plus de 22 filières de recyclage, et notamment avec une filière emblématique qui est celle du pneumatique. Donc, on n'a pas attendu les réglementations, y compris les REP, pour mettre en place ces filières. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en effet, avec la filière donc Mobivia, on a un véritable gisement de pneumatiques. Donc, c'est les pneus qui sont récupérés sur les sites.
Donc, ce sont les pneus Noroto, en fait. Donc les pneus, voilà, les pneus Noroto, absolument, notamment, ou les pneus à marque Midas aussi, puisque dans le groupe, on a aussi Midas. Voilà. En Allemagne, d'ailleurs, on a une filiale qui s'appelle ATU, qui le fait depuis longtemps avec une démarche d'autant plus intégrée qu'on a une usine de valorisation des pneumatiques, de granulation des pneumatiques, qui fait partie de l'entité ATU. Donc on a eu aussi ce partage d'expérience avec les Allemands. Et on s'est rendu compte que quand on a un gisement, qui est celui des pneumatiques, en fait, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce gisement de pneumatiques, c'est beaucoup plus que des déchets, c'est une véritable ressource et qui a vraiment matière à répondre à des nouveaux besoins consommateurs, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé pour le moment de l'appétence des consommateurs pour ces produits-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable appétence qui est croissante. Vous avez fait un sondage, je crois. Oui, absolument. Donc on fait des études régulièrement. On suit énormément l'évolution des besoins des automobilistes. Et sur les dernières années, force est de constater qu'il y a vraiment une appétence croissante. Alors on a évoqué tout à l'heure qu'il fallait rassurer les professionnels sur cette demande. Mais objectivement, la demande, elle est là. Les consommateurs regardent de plus en plus, alors non seulement l'impact des marques qu'ils fréquentent, mais aussi ils attendent des solutions. Ils attendent des marques des solutions. Et donc nous, sur le pneumatique, c'est la démarche qu'on a eue, c'est de se dire finalement, il y a un vrai besoin sur des pneumatiques avec un impact finalement environnemental qui va être un peu meilleur, à des prix, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, enfin Julien l'a évoqué un peu, mais finalement, des pièces reconditionnées, des pneus reconditionnés, ça va allier le double avantage de répondre à des enjeux environnementaux, mais aussi à des enjeux économiques. Et on voit bien que dans le contexte actuel, associer l'écologie et l'économie, c'est extrêmement important. Donc, être en capacité de proposer des pneus reconditionnés, donc en effet, Julien l'a évoqué, on a investi sur le site de Bridgestone avec Blackstar, donc qui est maintenant vraiment en partenariat étroit avec Mobivia, pour proposer une offre de pneus reconditionnés VL. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est rare en fait. Ce que je disais, on m'a toujours dit qu'effectivement le remanufacturing en fait de pneus pour les véhicules légers n'était pas économiquement intéressant en fait parce qu'il y a une concurrence de pneumatiques asiatiques Alors les choses évoluent. Après, il y a un sujet sur la concurrence de pneumatiques asiatiques. Faut pas non plus le cacher. D'où l'importance aussi de l'accompagnement des pouvoirs publics et d'avoir des réglementations qui évoluent. Et moi, alors, je pousse complètement dans le sens d'une loi ressources qui permet d'aller plus loin que la loi AGEC et qui soit plus une loi dans un esprit d'accompagner les modes et les modèles économiques contributifs, qui créent de la valeur, certes économique, mais aussi de la valeur environnementale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de taxe carbone. C'est vrai que sur ce type d'approche, de donner une valeur économique à des externalités négatives, donc ce qui est le cas sur les pneus chinois, quand on a des pneus asiatiques qui viennent du bout du monde, qui ne sont pas toujours conçus non plus dans les règles de l'art. Donc ça serait logique dans le futur, et puis ça serait aussi un signe fort envoyé aux professionnels pour les rassurer aussi, que ça fait partie des marchés d'avenir. Ça serait un signe aussi important pour à l'arrivée le porte-monnaie aussi des consommateurs, d'avoir des petits incentives sur les produits de réemploi. Donc aujourd'hui, on cite l'exemple du pneumatique qui est, alors pour nous c'est un produit emblématique, le pneumatique, et donc en effet les premiers pneus sont sortis des usines et d'ailleurs présentent des résultats extrêmement intéressants en termes de sécurité. C'est pas des pneus qu'on va positionner en premier prix ou en bas de gamme. C'est vraiment des produits qui ont une vraie valeur sécurité écologique. C'est des produits de qualité, pour autant qu'on ait à l'origine des pneus de qualité avec des carcasses qui permettent. Donc c'est là aussi, il y a des sujets sur finalement l'éco-conception, etc., d'accompagner et de faire en sorte que les produits qui sont mis sur le marché au bout du bout puissent être revalorisés. Ça, c'est absolument majeur. Donc le pneumatique, et peut-être pour terminer, cette démarche-là, aujourd'hui, alors chez Mobivia, on l'a développée sur les batteries, puisque aujourd'hui, on va vers les batteries régénérées. Donc là, je ne parle pas des batteries de véhicules électriques, mais les batteries au plomb. De démarrage. Aujourd'hui, de démarrage, on a plus d'un tiers des batteries qui sont mises sur le marché qui peuvent être régénérées. Et on a commencé à le développer sur les huiles aussi.
avec des huiles régénérées qui sont de tout à fait de grande qualité et qu'on peut mettre sur le marché. Donc on voit que cette approche, on peut l'avoir sur de très nombreux produits et les clients, les automobilistes sont en demande aujourd'hui. Toutes les études le prouvent. On a plus de 70% aujourd'hui de nos clients qui demandent à ce qu'il y ait des offres de reconditionnement, de réemploi, mais aussi alors, de location. Ça fait partie de l'économie circulaire. On ne peut pas parler de tous les sujets, mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur le développement de nouveaux modèles qui vont vers l'utilisation à l'usage, l'économie de la fonctionnalité, etc. Je voudrais qu'on reparle juste 2 minutes, et je vous donne la parole après, du recyclage des batteries. Hein. On le sait bien, voilà, de toute façon, le Parlement européen a voté l'interdiction des véhicules thermiques pour 2035. On voit bien la montée en puissance des véhicules électrifiés pour l'instant, et pas uniquement, mais bon, les véhicules électriques purs, effectivement, vont prendre le relais au fur et à mesure. Se trouve un enjeu sur le recyclage des batteries, cette fois des batteries électriques et pas uniquement des batteries de démarrage. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de tension sur les terres rares, sur les métaux qui servent et qui sont intégrés dans les batteries, le lithium, le nickel, le cobalt. C'est une vraie problématique et les constructeurs, et pas uniquement Renault, d'ailleurs, se positionnent pour essayer de sécuriser ces approvisionnements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le recyclage de ces batteries électriques? Est-ce que c'est un sujet majeur aujourd'hui? Où en est l'état justement à flin des différentes possibilités concernant la récupération de ces matériaux? Alors déjà, on peut rappeler que les batteries de véhicules électriques sont déjà aujourd'hui recyclées, parce on voit des horreurs des fois sur le sujet, il y a des idées reçues qui circulent. Donc elles sont recyclées. Nous, on fait ça depuis 10 ans déjà avec Veolia dans l'est de la France. Plus de 50% des matériaux des batteries, dont cobalt, nickel, sont recyclés. Selon la loi, réglementation européenne actuelle, ça va être porté d'ailleurs à 65-70% dans les années à venir. Simplement, aujourd'hui, on recycle de faibles volumes, tout simplement puisque les batteries sont essentiellement sur les véhicules. Et donc on travaille, bien sûr, pour préparer l'arrivée de la vague, on va dire, des premiers véhicules électriques qu'on a mis sur le marché. Quand ils arriveront à fin de vie, finalement, on va avoir des milliers, voire à terme des dizaines ou centaines de milliers de batteries à récupérer. Et en fait, tout d'abord, il y a une phase de diagnostic qui va permettre de déterminer si la batterie va pouvoir être réutilisée, réemployée en entier ou des éléments de la batterie pour une seconde vie, ou un réemploi, quoi. Ou alors si elle va devoir être recyclée directement. Puisque donc à Flins, comme je le disais, on a différentes activités autour du réemploi, notamment l'assemblage d'un petit module portatif sur roulette qui est l'équivalent d'un petit groupe électrogène, mais qui va stocker de l'électricité, mais à partir de modules de batteries de seconde vie, des batteries de Fluence ou de Kangoo, qui sont nos premiers véhicules électriques. Et ensuite, donc, les modules ou les batteries complètes qui ne pourront pas être réutilisées ou éventuellement à l'issue de leur seconde vie vont devoir en effet être recyclés et donc les volumes vont augmenter progressivement. Et on travaille aujourd'hui au recyclage en boucle fermée. On a annoncé il y a un peu plus d'1 an notre partenariat, alors toujours avec Veolia, mais aussi avec Solvay, le grand géant de la chimie, qui est aussi leader sur les procédés et les agents pour l'industrie minière d'extraction et de purification justement du cobalt, du nickel, du lithium. Donc ils le font pour l'industrie minière, ils se sont dit finalement c'est le même procédé, on va faire ça à partir du gisement, au lieu d'utiliser du minerai, où on va utiliser la matière active des batteries en fin de vie pour en extraire le cobalt, le nickel, le lithium et le porter au degré de pureté et de qualité nécessaire pour le remettre dans les batteries, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque à la fois parce que c'est une technologie qui est très pointue, qui est pratique. Nous, on l'a testé donc, avec nos partenaires, ça marche en laboratoire. Et maintenant, donc, ça va être développé à l'échelle pré-industrielle en 2023.
pour être lancé à grande échelle, donc à l'échelle industrielle en 2025, ce qui correspondra... Alors, on aura encore en 2025, nous, des volumes relativement limités. Oui, je crois que vous avez du mal à récupérer les batteries, en fait, parce qu'elles durent Non, plus on n'a longtemps pas que de mal. prévu. Ah, bah, c'est Clotilde Delbos qui m'avait dit ça. On en a beaucoup moins que prévu, en fait. Ah non, c'est pas qu'on a du mal, c'est parce qu'elles Oui, marchent très bien. C'est Elles marchent ça. En très fait, bien. l'autonomie est suffisante Du coup, et elles du sont coup, sur les voitures, voilà. mais quand elles sont plus sur les voitures, on les récupère. Nous, il n'y a pas de problème. Et en revanche, on va aussi recycler, ce qui va faire une grande partie aussi de l'activité du recyclage et de l'approvisionnement en matériaux recyclés, c'est aussi le recyclage des rebuts, des déchets de production des nouvelles batteries, puisque jusqu'à récemment, elles étaient essentiellement faites en Asie. Et il y a des usines, des projets d'usines de batteries. Il y en a une à Douai avec notre partenaire Envision AESC. Il y a aussi Vercor, qui est une start-up française, qui est notre partenaire également, qui a annoncé qu'elle le ferait à Dunkerque. Il y en aura d'autres en Europe. Et donc, c'est l'arrivée à partir de 2024-2025 de ces usines de batteries en France et en Europe va générer des déchets de production qu'il faudra recycler et qui vont aussi alimenter ces usines de recyclage hautement technologiques et, on va dire, qui vont nécessiter des investissements importants pour pouvoir produire ces matériaux recyclés de pureté batterie et alimenter cette activité de production en Europe. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose C'était sur le sujet du prix. D'accord, on y va. Si je peux juste faire une bien petite sûr. parenthèse, parce que le prix, c'est effectivement le prix d'accès à un produit remanufacturé. Par exemple, on parlait du pneu reconditionné. Ça a longtemps été un obstacle au développement de ces filières. Parce qu'effectivement, il faut que vous ayez la place pour mettre les coûts, enfin dans l'échelle de marge, pour mettre les coûts de votre activité industrielle. On a eu un cas d'école qu'on peut exposer tant qu'on veut aux décideurs politiques, parce que c'est un cas d'école de l'année dernière, quand le coût du transport des produits venant de Chine en Europe a explosé. Ce n'est pas une petite augmentation, il y a le coût du container, ça a fait du x8 en quelques mois, etc. On s'est rendu compte sur certaines filières industrielles que cette augmentation de prix, du coup, subie des produits venant de loin, avait redonné de la compétitivité presque immédiatement à certaines filières de remanufacturing. Je pense à des cardans, peut-être le pneumatique est concerné également. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez une augmentation qui n'est pas due à une réglementation, à une nouvelle fiscalité, qui est due à l'augmentation du coût du transport, qui rend moins compétitif le produit venant de loin. C'est très intéressant de prendre ça comme un cas d'école pour que les décideurs politiques, enfin, commencent à mettre en place une fiscalité écologique, qui ne va pas taxer le transport, d'une certaine façon oui, mais en tout cas taxer l'empreinte carbone globale d'un produit qui viendrait neuf, qui viendrait de loin, par rapport, pour le cas d'école dont on se parle, à un produit remanufacturé issu de l'économie circulaire qui viendrait de près. Donc là, il y a vraiment un sujet intéressant. On a eu notre POC, notre proof of concept direct, d'une fiscalité plus avantageuse pour les produits d'économie circulaire. Pour aller vers une conclusion, ce qui vient d'être rappelé, c'est que nous sommes dans une mondialisation qui nous a permis d'avoir un niveau de vie et de développement notable, mais qui aujourd'hui est notre talon d'Achille. Et il est clair, c'est dit par les politiques, les dirigeants européens, les dirigeants nationaux, nous devons revenir à une souveraineté. Et la souveraineté, elle est justement sur cette capacité à recentrer notre modèle économique sur la capacité à tenir dans le périmètre de ce que nous pouvons tenir, c'est-à-dire notre sol national, les ressources. Et il y a différentes opportunités pour aller capter ces ressources, les opportunités minières, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a surtout toutes les opportunités autour de l'économie circulaire. Et si je puis passer un message, c'est que ça va accélérer très très vite. 2030 ne sera en rien 2020, anté-pandémie. Alors, certains pensent que c'est sur les questions de la santé ou de la défense. On parle d'augmenter le budget des armées, mais c'est sur nos modèles économiques. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, quel que soit le gouvernement en responsabilité, celui d'aujourd'hui, celui qui adviendra dans plusieurs années, ira de plus en plus vite. Le continent européen, dans son ensemble, est dans cette obligation. Rappelons rapidement, 500 millions d'habitants, j'y mets le Royaume-Uni, 25% du PIB mondial, mais le continent qui physiquement détient le moins de ressources et de matières premières vierges et qui est de plus dépendant de l'extérieur. Or, on voit qu'aujourd'hui, il faut redonner de la souveraineté au moins continentale. Et le seul moyen, c'est une stratégie d'économie circulaire qui met la ressource au centre,
D'abord, comme Bénédicte l'a rappelé, en ayant d'autres usages. On a parlé de la voiture, mais toutes ces voitures, si elles sont avec des pièces de réemploi recyclées, mais qu'elles restent stationnées et qu'elles font 1000 km par an, quel est leur apport, quel est leur intérêt? Peut-être avoir des modèles de partage. D'ailleurs, ça va sûrement faire baisser le volume de voitures neuves vendues sur les marchés d'ici 2030. Et de façon plus générale, c'est avoir en tête que la ressource, quelle qu'elle soit, que ce soit du caoutchouc, que ce soit du lithium, ou que ce soit une pièce de réemploi qui est faite de plusieurs composants, et devient un bien rare sur lequel nous devons apporter une attention particulière et que nous devons garder dans la boucle et ne plus perdre. C'est ça le changement structurel que nous allons vivre dans les prochaines années. Et c'est une opportunité. Pour moi, oui. Si on parle de tactique strictement politique, c'est intéressant. L'économie circulaire, c'est le contraire de l'écologie punitive. Hein, c'est pas punitif, j'aime pas l'expression, mais c'est pas punitif du tout, c'est un changement de comportement. Et j'allais dire, si on fait encore une fois un peu de tactique politique, c'est l'écologie compatible avec le modèle capitaliste et libéral qu'est le nôtre. C'est-à-dire qu'il est compatible avec ce logiciel qui équipe encore aujourd'hui les grands industriels, les grands décideurs et les grands décideurs politiques. Donc l'économie circulaire, si on veut être un peu entre nous tactique, c'est sûrement un très très bon moyen d'engager dans une transition écologique forte tous les décideurs. On peut quand même rassurer aujourd'hui, à l'heure où on se parle, parce que savoir que c'est quand même cette problématique de la conservation de la matière est une problématique que l'Europe a pris en compte. Et déjà aujourd'hui, nous travaillons, entre autres, nous sommes dans des expériences, par exemple, actuellement dans la récupération de terres rares. Nous sommes en expérience avec l'ADEME, pour pas la citer, sur la récupération des aimants permanents, par exemple. Donc là, c'est des composants de terres rares. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est véritablement une prise de conscience et nationale et européenne. Donc, c'est rassurant parce que ça veut dire que ce que nous pensions il y a quelque temps, aujourd'hui, c'est une véritable prise de conscience et on avance et on progresse. D'accord. Donc, on parlait de la différence et de l'opposition, en tout cas, de l'économie en tant que de l'écologie punitive et puis effectivement celle qui permet de se développer et d'obtenir de nouvelles ressources. Finalement, c'est plutôt positif pour le secteur. En fait, quelles sont les opportunités? Je vais vous laisser le mot de la fin, Bénédicte, peut-être. Oui, alors moi, en conclusion, j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit. Il y a la notion d'impératif et la notion d'opportunité qu'a évoqué Julien. Impératif, pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, on s'est tous développés, toutes les entreprises se sont développées dans une logique linéaire depuis des années. À l'arrivée, c'est vrai que, quelque part, on a pillé la planète et on sait que ça n'est plus possible. On a atteint un certain nombre de limites planétaires et on sait que c'est même pas pour l'avenir des générations futures, c'est dès maintenant, là... Quand François Michel évoquait une accélération, c'est que là, ça devient un impératif très, très court terme. On n'a plus le choix. Donc, je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête. Et en effet, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la part des acteurs. Donc, impératif et opportunité. Et à ce niveau-là, c'est une opportunité à beaucoup d'égards. C'est une opportunité économique. On l'a vu, il y a vraiment de la création de valeur à la clé sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour tous les acteurs. On voit aujourd'hui qu'il y a énormément de jeunes entreprises, notamment au niveau des start-up. Mobiliance a créé un incubateur de start-up au Move Lab et on voit bien qu'il y a une partie non négligeable de ces jeunes entreprises qui se créent sur les sujets d'économie circulaire. Donc, opportunité économique, c'est une opportunité de création d'emplois. L'économie circulaire, ça va de pair et c'est indissociable avec la proximité, avec la création d'emplois sur les territoires. Donc, il y a des enjeux de création d'emplois. C'est aussi une opportunité, quelque part, de redorer l'image de nos métiers. Et là aussi, on sait que l'automobile, les services à l'automobile, on souffre quelque part d'un déficit d'image. C'est des métiers qui sont souvent vus comme des métiers du passé. Je pense, y compris les métiers du recyclage, souvent on va se dire que c'était un petit peu les parents pauvres de la filière. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en train d'être complètement revalorisés. Les métiers de la réparation, réparer, entretenir, faire durer, c'est des métiers là aussi qui avaient vraiment plus le vent en poupe. Et pour tous les jeunes aujourd'hui qui ont envie de rejoindre des entreprises, je pense que c'est une dynamique qui doit vraiment permettre et qui va permettre de revaloriser tous ces métiers et de montrer qu'au sein
justement des services à l'automobile et à la mobilité, on est sur des métiers d'avenir. Et c'est ça qui est important. Et juste pour vraiment terminer, le dernier mot, c'est que je voudrais insister sur ce qu'a évoqué François Michel, sur l'importance d'être accompagné par les pouvoirs publics. On l'a vu à travers ces débats. Il y a quand même, en effet, un certain nombre de points qui nécessitent d'être embarqués pour le futur, pour avoir véritablement un accompagnement de cette dynamique économie circulaire dans la filière. Eh bien, c'est sur ce dernier message que nous allons nous quitter. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver pour un prochain Club Trajectoire Durable qui sera diffusé le 5 octobre prochain. Nous ferons le point, en fait, sur les enjeux et les difficultés du paquet climat de la Commission européenne. Je vous rappelle juste que le paquet climat, ce n'est pas uniquement l'interdiction de vente des véhicules thermiques, mais c'est bien énormément de réglementations qui sont en cours, et notamment la réglementation de batterie. Donc, on rejoindra les sujets que l'on a évoqués récemment, mais également règlements sur les infrastructures de bornes de recharge. En fait, nous ferons le point effectivement avec des spécialistes sur l'ensemble de ces sujets. Et dans quelques jours également, le Journal de l'Automobile vous proposera une émission spéciale véhicules d'occasion où nous parlerons cette fois des plateformes digitales, les Amazones de l'occasion en quelque sorte, avec Vivacar notamment de CGI, Autosphère, Autohéros et Carnext. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Au revoir.